la moitié de la population actuelle, ou plus, va mourir dans les 15 ou 20 ans. Il va mourir de quoi? Eh bien, justement, de famine, de guerre civile et d'épidémie. 10-15 ans, le monde entier s'effondre au sens où il n'y aura plus d'État capable d'apporter des services publics dignes de ce nom à une majorité de la population, c'est-à-dire de l'eau potable, de l'alimentation saine, des services de santé et de sécurité, de l'habitat, de la chaleur, de l'agriculture, de l'énergie. Il y a 15 ans, vous craignez une troisième guerre mondiale, vous l'avez dit, et justement, vous dites qu'elle pourrait, par exemple, survenir au milieu des années 30. Ça fait longtemps que j'ai fait ce pronostic en décrivant les 5 phases qui, pour moi, rythment l'avenir. Déclin de l'Empire américain, tentative de gouvernement du monde par un groupe de nations, l'une et l'autre échouant, toute puissance du marché, et surtout du marché illégal, chaos et guerre, et débouchant sur peut-être une société idéale à la place de la guerre ou après la guerre. C'est un peu comme ça que je vois le cours résistible de l'histoire, mais le cours probable de l'histoire. Et ça nous met autour de 2030, en effet, pour une grande guerre, qu'on peut encore éviter, bien sûr. Les gens disent, mais il est fou, quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé et qui annonce la fin du monde, un peu comme on faisait dans l'an 1000. Bon, on verra bien, c'est l'histoire qui tranchera, hein, comme disait Lénine. Mais non, ça va être du très très concret. C'est déjà du concret. J'ai eu la curiosité, il n'y a pas très longtemps, d'être invité par des banquiers qui me disent, on aimerait bien faire un dîner-débat avec vous. Alors je suis un peu étonné, je dis, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Bon, mais je n'ai pas énormément d'homonymes, etc. Donc il me dit, non, c'est bien vous. Alors je dis, et pourquoi vous voulez qu'on discute? C'est à cause de votre livre, là. Vous avez écrit un bouquin qui s'appelle La cause humaine, mais c'est surtout le sous-titre qui nous intéresse. Le sous-titre, c'était du bon usage de la fin d'un monde. Alors je dis, bon, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sous-titre? Et là, ils me répondent, parce que, vu de notre point de vue, nous voyons bien la fin d'un monde, mais on ne voit pas du tout le bon usage. Alors du coup, c'était moi qui étais très intéressé, donc je me suis mis complètement dans la position du Candide et je les ai fait parler. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'ils voyaient la fin d'un monde. Et donc là, ils m'ont expliqué, je leur avais posé des questions vraiment basiques du genre, est-ce qu'une crise comparable à 2008, est-ce que maintenant, après tout ce qu'on nous a dit, BAL 3, toutes les mesures de régulation, est-ce que c'est devenu impossible ou est-ce que selon vous, c'est encore possible ou même probable, voire très probable? Là, ils me disent très probable. Il y en a même un qui me dit certain, puis pas en 2100, hein, dans les années qui viennent. Alors à ce moment-là, je leur dis, est-ce que selon vous, les États qui ont sauvé le système en 2008, ils vont pouvoir le sauver? Là, ils réfléchissent même pas un quart de seconde. Non, là, les États, ils sont exsangues, endettés jusqu'au cou. Impossible de jouer sur les États. Je leur dis, à ce moment-là, où est le plan B, puisque vous me dites on va vers une nouvelle crise comparable à 2008 et que les États ne peuvent pas sauver le système? Et il me dit, justement, à notre connaissance, il n'y a pas de plan B. C'est bien pour ça qu'on voit bien la fin d'un monde. Mais on ne voit pas du tout le bon usage. J'ai quand même une certitude sur l'imminence de cet effondrement catastrophique dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. À ce moment-là, qui survit? Il est probable que par les grands moyens, dans la mesure où les services de base ne sont plus assurés, services de base, la sécurité, l'alimentation, l'eau, l'électricité, les télécoms. Vous voyez encore récemment que aussi bien l'INED, l'Institut national d'études démographiques, que l'ONU, qui a une division des populations, dit oui, vers 2050, on sera peut-être proche de 10 milliards. Non, on ne sera jamais 10 milliards. Jamais. Parce qu'à cause de cet effondrement, hélas, je le dis de manière émue et presque en tremblant, hélas, ce qu'on a connu comme hécatombe dans les 2 guerres mondiales nous paraîtra peu par rapport à ce qui va venir dans 10-15 ans. Ce serait quoi le plan B? Et là, j'aborde directement mon questionnement et mon débat sur la question de la résilience quand on est dans des seuils d'insoutenabilité. Et les seuils d'insoutenabilité, je l'ai dit sur le plan économique et financier à l'instant, mais évidemment on peut le dire sur le plan écologique, on peut le dire sur le plan de la fracture des inégalités sociales, les fameux chiffres d'Oxfam, 63 personnes qui ont aujourd'hui la fortune de 3,5 milliards d'êtres humains, etc. Donc seuil d'insoutenabilité. Et quand
je me suis retrouvé avec les banquiers, mais aussi des responsables d'entreprises multinationales. Je leur ai reposé les 3 mêmes questions. J'ai eu les 3 mêmes réponses. Je leur dis, écoutez, on a 2 heures devant nous. Je vous propose d'élaborer un plan B. Alors, dans un premier temps, ils me disent, de toute façon, ça vaut même pas le coup. Ça sera le bank run, la panique, la guerre civile. Je dis, hélas, vous avez en partie raison. Il y aura ici une tête et puis avec un bras articulé de telle manière qu'on puisse pomper l'eau qui est en dessous. C'est une pompe non pas immergée électrique, parce qu'il n'y aura peut-être plus d'électricité dans 15 ans, mais une pompe à bras, comme jadis. Oui, il n'y aurait plus d'électricité non plus. L'électricité est pour le moment en France, évidemment, pour 75%, c'est le nucléaire, mais le nucléaire sans pétrole, ça n'existe pas. Et le nucléaire, c'est toute une chaîne depuis la mine, je ne sais pas, au Niger ou ailleurs, jusqu'à votre interrupteur pour votre télé ou votre lumière. Tout ça évidemment, c'est fait avec des camions. Et ce qui a été extraordinairement frappant, c'est qu'ils ont réinventé dans leur plan B la plupart des propositions qui émanent des milieux alternatifs. Mais je ne vous raconte pas d'histoire, parce que forcément, le premier groupe, c'était un système type World Café. Donc le premier groupe, il dit, comment on fait pour répondre à des besoins vitaux, comme la nourriture, si le dollar, l'euro, etc., se sont effondrés. Et alors, eux, évidemment, c'était ni leur expérience, ni leur culture, mais ils avaient, par oui dire, entendu parler d'un certain nombre de choses. Alors ça donnait... mais je crois qu'il y a quand même des systèmes qui permettent de se mettre directement en rapport entre des consommateurs et puis des agriculteurs. Oui, dit un autre, il me semble, ils appellent ça des AMAP. Alors moi, je m'étais mis au tableau. Et alors, je notais AMAP, circuit court. Un autre dit, mais vous savez, ça c'était un autre thème qu'on avait beaucoup abordé avec Jacques Robin, dit, il paraît même qu'on peut échanger sans argent. Je crois qu'ils appellent ça les CEL, les systèmes d'échange locaux. Et je note CEL. Et quelqu'un rajoute, j'ai même entendu dire, il y a eu un reportage il n'y a pas très longtemps, qu'il y a des monnaies locales, etc. Et on a fait comme ça tout le tour des mesures alternatives sur les besoins vitaux. Après, un autre groupe a dit, de toute façon, moi, si je suis plus payé, je ne suis pas sûr de continuer à faire mon job actuel. Et là, on est parti sur la mutation du travail. Et puis un autre groupe a dit, puis il n'y a pas que le travail qui va bouger. Tous les loisirs qui sont tirés par l'argent, la pub, etc., ça va s'effondrer aussi. Mais, dit un autre, on va enfin avoir du temps pour voir nos proches, faire les grandes promenades qu'on s'interdit toujours. Et alors, moi, j'en étais à la 2e page, finement enregistrée de toutes les mesures, toutes plus alternatives les unes que les autres qu'ils avaient proposées. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un au fond de la pièce, genre très costard 3 pièces, qui s'écrit « Vous vous rendez compte de ce qui se passe ? On était parti sur un cauchemar et on est en train de décrire un rêve. » On dit, mais bon, si tout s'effondre, avec qui je vais vivre ? Eh bien, c'est pas avec votre groupe Facebook où il y a des Québécois et des Chinois, parce que ça sera fini, il n'y aura plus d'Internet en 2035. C'est avec vos voisins géographiques. Et donc les voisins géographiques, eh bien, c'est des paysans. Il y en a un d'ailleurs qui est là qui vient nous aider parce qu'il a un petit tracteur, lui, pour aménager le terrain. C'est vos voisins. Et donc, alors, évidemment, ils peuvent être du Rassemblement national ou de gauche ou de droite, peu importe. C'est avec eux que vous allez vivre. C'est une leçon d'ouverture et de générosité, s'entraider ou s'entretuer. Ça se prépare. Là, qui existe aujourd'hui de voitures plus écolo. Quelle voiture écolo ? Quelle voiture écolo ? Quelle voiture écolo ? Dites-moi ce que c'est une voiture écolo, dites-moi. La Tesla, par exemple. Mais vous rigolez, mais il faut l'électricité, c'est ultra technologique. Il faut des terres rares, il faut importer de ces terres rares de Chine, etc. Tesla, non mais attends, c'est un fou qui fait des Tesla. Mais non, ça ne marchera pas. Les voitures électriques, les voitures autonomes, il n'y aura plus de voitures en 2040. Il y aura quelques calèches avec des chevaux, oui. Les syndicats s'inquiètent. Oui, c'est compliqué. La loi mobilité arrive ce matin au Parlement et elle prévoit l'interdiction définitive des moteurs thermiques, c'est-à-dire essence et diesel, en 2040. Mais certains, surtout après la vague verte de la semaine dernière, réclament une accélération du calendrier avec une interdiction définitive, pourquoi pas dès 2030, comme ce sera le cas à Paris. Plus de voitures thermiques dans Paris en 2030. Et pour le diesel, c'est interdiction dès 2024. Vous voyez, on parle de dans 4 ans et demi. On voit bien que les échéances se rapprochent. On voit bien la falaise,
le précipice pour cette industrie automobile qui produit encore aujourd'hui 95% à 95% des voitures thermiques. Le mode de transport du futur en 2040, je dis 2040 comme ça, c'est dans 20 ans, c'est pas les bagnoles, c'est pas les avions, il n'y aura plus d'avions, il n'y aura plus de bagnoles, il y aura peut-être quelques bagnoles au gazogène, au biogaz, quelques milliers. Mais c'est le cheval. Et si Yves Cochet avait raison? Et si en effet on risquait tous de s'entretuer pour survivre d'ici une vingtaine d'années? Si l'avenir ressemblait vraiment à un futur épisode de Walking Dead, Yves Cochet nous encourage plutôt à nous serrer les coudes dans ce reportage, à nous rassembler, à résister, la solidarité, mais jusqu'à un certain point. Écoutez ce qu'il dit à la fin du reportage. Au moins on se dit, on essaie de montrer des exemples, disons, d'éco-village, de résilience, de résistance, alors avec les voisins, avec je ne dis pas le nom parce que je ne voudrais pas que les gens sachent qu'on habite, enfin peu importe. Voilà, donc sachez que Yves Cochet ne nous accueillera pas tous dans sa ferme, puisqu'il ne peut pas donner l'endroit où il habite. Faut quand même pas exagérer, hein. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon... Écoutez, que dire? Alors, je ne sais pas. C'est une grosse tendance aux États-Unis. Alors, si on devait mourir demain, ils achètent des abris anti-atomiques. Ils sont très nombreux à faire ça. C'est la même. Ils nous conseillent en tout cas de quitter les grandes villes parce qu'on ne survivra pas dans les grandes villes. Il faut acheter un terrain avec de la surface, avec des points d'eau et avec surtout de quoi pouvoir faire mais parce pousser qu'on va de se quoi battre si manger. c'était un Voilà. avec une piscine. Bon, Avec écoutez, une piscine. tout ça est un mauvais rêve. Quand il y a un effondrement, que ce soit la peste, que ce soit l'effondrement, comme je viens de dire, mondial, qui sont les gens qui vous empêchent de vivre? Ce ne sont pas les Chinois, quand on est en Bretagne. Ce sont vos proches, vos amis, éventuellement votre famille. Vos rivaux pour la survie sont les plus proches de vous. Donc la psychologie qu'on a, c'est une psychologie absolument terrible. Elle est terrifiante. Allez vous mettre ça en tête. Qui est-ce qui va mourir le premier? Moi ou mon mari ou ma fille ou mes voisins? C'est absolument terrible, madame. Hein. J'ai du mal à en parler.
dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. On peut dire réellement, sérieusement, aujourd'hui que l'humanité est menacée. Oui, certainement. Il est extrêmement difficile de donner un délai, si vous voulez. À quel moment est-ce que ça sera à quel moment est-ce que ça sera la catastrophe? Ça c'est difficile. Eh bien, ce qu'on peut dire, je crois que là, ça a été étudié par différents groupes, en particulier le fameux groupe de Rome, qui est un des groupes de savants de très haut niveau, vraiment extrêmement modérés et prudents et précis dans leur méthode de travail, qui ont travaillé avec le MIT, c'est-à-dire le Massachusetts Institute of Technology de Harvard, Boston, parfaitement, et ils ont quand même étudié les choses de façon très approfondie, et précisément dans ce domaine de prospective, pour tâcher de voir un petit peu combien de temps on pouvait courir sur notre lancée actuelle. Et ils ont ils ont programmé, si vous voulez, tout ceci sur des ordinateurs, et ils ont en particulier fait jouer les données principales suivantes: les investissements en capital, ou le niveau de vie, ce qui revient à peu près au même, la population, le taux d'accroissement de la population, l'exploitation des ressources naturelles, la pollution et la production d'alimentation. Et ils ont mis ceci, si vous voulez, je schématise un petit peu parce qu'on ne veut pas consacrer trop de temps maintenant, ils ont mis tout ceci dans un ordinateur, et ils ont dit à l'ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les 2/3. Notez bien que ces 2/3, c'est un chiffre qu'on retrouve dans toutes les grandes catastrophes naturelles, chez les animaux, quand il y a des explosions de population chez les insectes ou chez les fameux lemmings, vous savez, ces petits rongeurs, etc., ou même chez des cerfs, des chevreuils, etc., on retrouve ce même chiffre. À peu près les 2/3 de la population disparaissent au moment où il y a eu un excès de population, une explosion de la population. Mais est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que c'est aussi dramatique? Oui, attendez, vous allez voir, il faut continuer un petit peu ceci. Alors là-dessus, ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe si on fait un effort énorme et on réduit la pollution de temps et temps? Totalement insuffisant, 2030, même catastrophe. Alors ils ont fait varier tous ces différents facteurs, et toujours, quelles que soient les façons dont ils aient trouvé, systématiquement on annonce cette catastrophe pour cette époque-là. Donc une réduction de la population d'à peu près les 2/3 pour toute la Terre. C'est peut-être une solution, non? Oui, on va y arriver, vous allez voir. Ouais. Si on est dans le dernier tiers. Bon, alors là-dessus, ils ont posé le problème à l'envers, ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en l'an 2000 on soit stabilisé? Alors l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements. Et vous voyez notre société de consommation, ce qu'elle va faire. Réduire les investissements de 40%, réduire la pollution de 50%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75% et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner? Est-ce que c'est imaginable, alors que les 3/4 de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger. Parmi les signes de la fin des temps, il y a aussi l'augmentation du nombre des femmes et la diminution du nombre des hommes. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, parmi les signes avant-coureurs de l'heure, il y a la disparition de la science. Ça, c'est dû à quoi? La disparition des savants. L'apparition de l'ignorance. On l'a vu aussi. La propagation de la fornication. De la consommation de l'alcool. Elle se fait de manière ouverte. Et il y aura une quantité faible d'hommes. Et pourquoi ici, le prophète Sami dit, il y aura une quantité faible d'hommes? Qui sait? Et un grand nombre de femmes. Au point qu'il y aura un régisseur pour 50 femmes. Dans l'explication du hadith, il est dit qu'il y aura une quantité faible d'hommes à cause des guerres où ils seront tués.